Je m'appelle Tatiana de Barelli, je suis coordinatrice d'une association qui s'appelle Educar. Je suis psychopédagogue, graphothérapeute et graphologue. Donc, c'est différentes casquettes. Je n'ai pas tout mis parce que c'était trop long. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que mon travail, en réalité, s'inscrit réellement proche de l'école, mais en même temps, j'ai une consultation. Mais mes consultations sont des courtes thérapies. Donc, j'ai calculé l'année dernière, je faisais en moyenne maximum 5 prises en charge. Donc, un bilan en deux rencontres, puis 5 prises en charge maximum. Donc, ce sont des thérapies courtes, ce qu'on appelle des thérapies courtes, mais qui sont directement en contact avec les autres intervenants. Donc, je travaille avec des neuropsys, avec également des orthophonistes, et donc et avec les enseignants, bien sûr. Un tiers de mon activité, ce sont des formations enseignants, et le contact avec les parents m'interpelle beaucoup. Donc, si vous allez sur le site educar.be, vous allez voir qu'il y a plein de matériel qui est destiné à la fois aux enseignants, mais aux parents également. Et c'est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, l'enfant qui arrive donc à notre consultation, donc voilà, je vous en ai présenté 2, mais justement, juste avant de venir, il y en avait un autre, j'aurais fait une photo, c'était encore plus illustratif. Donc, quand on leur propose de commencer à faire un petit test d'écriture, voilà leur tête, quoi. C'est désespéré, c'est découragé, c'est démotivé, c'est absolument triste et résigné. Donc, il y a une sorte de résignation là face à l'écriture qui est absolument et positivement dramatique. Alors, donc, l'intervention d'aujourd'hui, c'est vraiment, et de plus en plus, en fait, nous avons 2 piliers de réactivation de l'envie d'écrire, c'est le jeu et c'est la créativité. Donc, dans cette intervention-ci, ça sera plus le jeu. Alors, j'étais très heureuse en allant un petit peu investiguer de voir qu'il y a de plus en plus de recherches neuroscientifiques sur l'importance du jeu. Alors, je me rappelle, je crois que c'est Philippe Mérieux, dans une de ses interventions, qui disait c'est assez étonnant d'entendre, par exemple, les enfants qui sont en train de jouer, et puis les parents qui disent « Ah ben venez, il faut arrêter de jouer, il faut travailler », à des petits de 6-7 ans. Alors qu'on sait que la fonction du jeu, en réalité, met en avant et met en action toutes des fonctions et toutes des activités nécessaires pour l'apprentissage. Donc, pourquoi jouer? Alors, par rapport à l'enfant, sincèrement, il faut dédramatiser. Hein? C'est super important. Dédramatiser, se détendre, s'émerveiller et réconcilier. Mais pour nous aussi, c'est-à-dire en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que graphothérapeute, le jeu nous permet d'observer l'enfant, de réveiller la motivation et de rééduquer. Donc, on rééduque vraiment avec le jeu. Alors, j'aime beaucoup ce terme d'adjuvant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu énoncer. Je trouve ça très, très juste. C'est-à-dire que ce que je vous présente maintenant n'empêche pas que, évidemment, on a des approches et des activités plus classiques, entre guillemets, de la récupération, de la coordination matrice, etc. Mais donc, le jeu, comme la créativité, ce sont des adjuvants absolument bénéfiques. Donc, ceci, j'ai repris d'une étude, Yogman École, si ça vous intéresse, de 2018, qui ont donc fait toute une étude très, très intéressante et passionnante. Je ne vais pas vous la résumer ici, mais ils ont fait, donc, ils ont repris, en fait, ce qui était développé et vraiment des points d'accroche, si vous voulez, par rapport au jeu. Donc, on va juste les voir ensemble. La sensorimotricité et tout ce qui est forme physique, la régulation du stress et des émotions, les habiletés sociales, on n'existe pas tout seul, on fonctionne avec d'autres, la question du langage, dont on a déjà beaucoup parlé, la mémoire et les apprentissages, les fonctions exécutives, on a beaucoup parlé déjà jusqu'à présent, la flexibilité, la planification, l'inhibition, la mémoire, la créativité et l'imagination,
Et pour terminer, la résilience. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant pour que nous n'oublions jamais l'ampleur de tout ce que peut toucher simplement la question du jeu. Alors, donc, je voulais vous proposer simplement 4 activités sous la loupe. Donc, les percussions corporelles, les écrits d'eau. Marie-Pierre en a un tout petit peu parlé, et puis aussi Sandra tout à l'heure. Je trouvais ça super intéressant. Donc, il y a une convergence d'activités. Le sous-main d'écriture et la marche des lettres, ou la marche des mots. Je ne sais plus comment on l'a appelé. Alors, le premier, voilà, c'est la percussion corporelle. Alors, ceux qui connaissent déjà le Brain Gym vont reconnaître aussi que cette activité-là peut s'associer à tout ce qui est mouvement croisé, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, vous tracez donc une ligne. Vous imaginez bien que la ligne, c'est justement la ligne médiane. Bon, les pictogrammes à gauche ou à droite vont bien sûr être à réaliser soit à gauche, soit à droite, évidemment. Et certaines adaptations peuvent se faire justement avec des mouvements croisés. Donc, d'amener vraiment, quand il y a des difficultés de passer de la gauche, de la droite, carrément de faire des mouvements de gauche et de droite. Par exemple, donc le petit rond au milieu que vous voyez, c'est de frapper les mains. D'accord, ensemble, puisqu'on fait les deux en même temps. On pourrait faire des petits ronds à droite et des petits ronds à gauche, qui exigent de frapper les mains à gauche et de frapper les mains à la droite pour les enfants qui ont des difficultés de passer de l'un à l'autre. C'est une chose. L'autre chose, c'est que ce sont des codes. Donc, par exemple, quand je fais une croix, ça veut dire que je frappe sur la cuisse. Donc, c'est complètement aléatoire. Vous voyez le lien avec l'écriture. Qui a dit qu'un grand machin, une grande boucle comme ça, c'était un L? Ben, c'est un jour quelqu'un qui, de façon aléatoire, a dit ben, ce mouvement-là, ça va être un L. D'accord? Eh bien ici, la croix, de façon complètement aléatoire, ça va être un frappé-cuisse. Rien que cet exercice-là, ça vous donne des indications aussi sur la mémoire de travail dont on a parlé tout à l'heure. Un enfant qui a une mémoire de travail défaillante, il va avoir très difficile à mémoriser. D'accord? Donc, on peut également l'adapter en faisant des codes analogiques, c'est-à-dire en représentant des petites mains qui frappent, au moment où je frappe les deux mains, en représentant une jambe avec la main qui frappe pour que ce soit plus facile. D'accord? On peut aussi faire évoluer cet outil-là. Donc, passer du code analogique à un code abstrait, un code mémorisé. Vous comprenez? Ici, par exemple, vous avez des repères qui sont facilités parce qu'il y a des couleurs. Une difficulté supplémentaire, ce serait d'enlever la couleur. Donc, c'est juste pour vous indiquer une petite activité qui vous donne une série d'indicateurs et qui vous permet aussi de la faire progresser. Ça, c'est l'idée. Alors, je vais vous le montrer. La vidéo. Voilà. Donc, voilà ma collègue. Voilà. Et donc, voilà Nathan qui va nous montrer. Non, tu vas trop vite, d'accord? Essaye de bien suivre. Parfait. Oui. Voilà. Attention, il n'y a pas deux fois, hein? Ah! Quoi? Ici, tu l'as fait deux fois. Contre, la grande différence, c'est quoi la différence? La gauche et la droite, hein. Toi, tu sais déjà ce que c'est la gauche et la droite. C'est déjà beaucoup mieux. Oh, pardon. C'est de nouveau la même? Non. Comment tu l'arrêtes? Je vais faire la suivante. Ah, voilà. Donc, juste pour reprendre l'activité qu'on a fait, vous avez bien compris qu'un des deux enfants, il avait vraiment très difficile avec la latéralisation.
Et l'autre enfant, la petite, elle a vraiment des troubles de l'attention assez grands. Vous voyez la concentration que ça leur demande, hein? Mais en même temps, vous voyez comme tout le corps est investi et ils y vont, quoi. Hein? En plus, il y a un petit challenge qui sont à deux. Je trouvais ça super intéressant. Je voulais dire encore autre chose et je ne sais plus quoi. Pardon. Oui. Donc, juste pour répéter, donc la concentration que ça demande, hein, l'attention aussi, et toute la gestion du corps, tout l'investissement du corps. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. J'allais dire encore quelque chose et je ne sais plus quoi. Mais ce n'est pas grave, peut-être ça va me revenir. Alors voilà les fameux écrits d'eau. Alors attention, parce que les écrits d'eau, d'habitude, on les fait comment? On fait quelque chose dans le dos et puis vous devez dire ce que c'est. D'accord? Ici, il y a une étape supplémentaire. C'est-à-dire que je le fais dans ton dos et j'ai une feuille de papier et puis je le reproduis sur le papier. D'accord? Donc là aussi, il y a une... Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, je vais vous le dire parce que c'est quand même super important. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais à un moment donné, je parle avec la petite fille. D'accord? Et elle m'explique tout ce que ça met en jeu. Donc ça, c'est quelque chose, je crois qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé tout de même, de pouvoir donner du sens, tu vois? De donner du sens et qu'eux m'expliquent qu'est-ce que ça met en route. Donc, après chaque activité, donc ça, c'est une caractéristique aussi, ce sont des activités toutes simples, mais on en parle. Hein? Et par rapport à la graphie aussi, j'avais vu qu'il y avait le concept de métagraphie, qui est quand même assez nouveau, et qui est cette idée aussi, même par rapport à l'écriture. Explique-moi, donc ça vient de la métacognition, etc. Hein? Donc, c'est vraiment cette idée d'avoir ce regard sur ce que je suis en train de faire et être capable de mettre des mots là-dessus. Donc, c'est quelque chose de super intéressant au niveau du langage et de tout le processus du lien entre l'activité corporelle et puis la formulation et l'articulation d'un langage. D'accord? Alors, donc l'écrit d'eau, ça va... Donc, c'est vraiment le corps comme interface, hein, interface entre ce que je sens et ce que j'écris. Il y a alors une chose vraiment particulière, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais par exemple, les HP, les quelques HP que j'ai eus en consultation, impossible de sentir leur corps. Il fallait vraiment plusieurs fois, plusieurs répétitions pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils s'arrêtent à la sensation. Donc, vraiment, une des caractéristiques que je remarque dans les difficultés graphiques, c'est vraiment des difficultés de perception. Alors, la perception, c'est parfois des difficultés de perception kinesthésique, donc la question du corps, qui sont complètement confuses, soit visuelles, soit auditives, mais en tout cas, il y a quelque chose dans le traitement de l'information et dans la réception de l'information qui bug. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est tellement intéressant de passer par le kinesthésique, par l'auditif, par le visuel, parce qu'on va voir par où se trouve le chemin d'entrée, mais aussi sur le chemin par lequel on va pouvoir récupérer. Et les activités de l'écrit d'eau, d'abord, ils aiment bien. Hein, c'est quand même assez rare l'enfant qui n'aime pas faire ce type d'activité. Et ça permet justement d'activer ou de réconcilier son corps avec cette sensation. Alors, on va voir si je sais mettre la petite vidéo. Vous avez vu là aussi, c'est une manière, bon là ça prend quelques minutes, hein, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, hein, au niveau des petites activités, d'avoir dans son stock comme ça une série de petites, et c'est Sandra qui parlait de ça, d'avoir une série de petites activités comme ça ludiques, hein, qu'on puisse faire. On ne touche pas à l'écrit, mais on passe quand même par tous les éléments qui sont importants pour l'écriture. Ces activités-là, en fait, je les propose aux parents. Donc, ils les font à la maison
Et donc, dans mes bilans, je rajoute, donc, quand je vois qu'il y a des difficultés qui concernent ces activités-là, je leur propose d'aller voir, de faire un lien et d'aller mettre ces activités en pratique. La première consultation que je fais, c'est toujours avec les parents aussi, quand ils le veulent bien. Et donc, on fait ces activités ensemble aussi. Hein? Donc, comme ça, ils peuvent l'expérimenter. Alors, l'activité suivante est un peu plus complexe. Il s'agit du sous-main d'écriture. Alors, comme vous le voyez, il y a différents pictogrammes. Je ne sais pas si vous voyez le premier. Le premier, c'est le pictogramme d'un enfant qui est assis, en fait. Donc, quand on réalise cette activité dans le cadre scolaire, c'est l'aboutissement d'une matinée sur la posture, la tenue du crayon, etc. Hein? Donc, le premier pictogramme, par exemple, donne lieu à une activité où on demande à l'enfant de s'installer surtout n'importe comment. Alors, tu te mets sur les genoux, tu te mets avec une jambe en l'air sur la table, tu te mets en dessous de la table. Ah, ils sont inventifs, extraordinairement. On dit surtout une manière de te positionner complètement absurde. D'accord? Et tu écris. Et là, de nouveau, on leur demande, et comment tu te sens? Aïe, ça fait mal au bras. Aïe, ça fait mal à la fesse. Aïe. Donc, on parle de ça. Et ensuite, mais en fait, quand on s'assied, on n'est pas obligé d'écrire toujours assis, attention, hein, je n'ai jamais dit ça, mais quand on s'assied pour écrire, à quoi on fait attention? Et là, c'est les enfants eux-mêmes qui vont commencer à décrire, ah oui, les pieds, ah oui, les fesses, ah oui, vous voyez? Donc, c'est arriver à la posture confortable d'écriture, mais après avoir fait du n'importe quoi, d'accord? Et qu'ils puissent bien rigoler, mais surtout bien sentir qu'en fait, il y a quand même une position confortable. Hein? Cette prise de conscience et cette présence à soi par le corps, elle passe quand même par un respect d'une installation confortable. Ensuite, la deuxième, main gauche, main droite. Donc, c'est de nouveau la question de la latéralité, hein, de bien être conscient que j'ai une main qui domine et une main qui accompagne, hein, qui n'est pas dominante, mais qui accompagne et qui est quand même très, très importante également. Vous voyez que la main qui n'écrit pas, c'est la seule main, vous voyez ici, c'est la seule main qu'on va mettre sur la feuille d'écriture. D'accord? Donc, très important, parce que souvent, ils disent, oui, mais enfin, celle-là, elle ne sert à rien. Donc, du coup, elle est là. Donc, du coup, la colonne vertébrale n'est pas bien positionnée. Ou elle est là. Ben non, ta tête, il n'y a pas besoin. Hein? Mais par contre, dès qu'on pose la main sur la feuille, d'office, il y a une posture qui se met correctement. Le troisième, c'est la tenue du crayon, dont on a parlé plusieurs fois. Il y a plein d'astuces, de petites comptines, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, il y en a énormément. Mais donc, on prend un moment avec tout ce qu'on connaît, tout ce au niveau des petites comptines, il y en a beaucoup. Mais c'est très important. Et on en discute, hein, en classe, on parle de ces différents. Donc, j'ai un énorme tableau avec les différents pictogrammes de gaucher et de droitier. Donc, ici, c'est un sous-main, à votre avis, pour un gaucher ou pour un droitier? Là, merci. Pour droitier, d'accord? C'est-à-dire qu'il est légèrement penché vers la droite. Et puis, évidemment, c'est la main gauche qui est représentée. D'accord? Et le dernier, ben, c'est justement la position de la feuille. D'accord? Donc, c'est une activité que les enfants aiment beaucoup, parce qu'après, évidemment, on va le customiser, on va mettre son prénom et on va le plastifier, de telle sorte que quand on fait une activité d'écriture, on le sort et on l'utilise. Après, on le range dans l'armoire, hein, ou bien chez moi, ou en consultation, mais on le sort seulement pour cet enfant-là, donc c'est à lui, c'est son espace d'écriture qu'il va investir, et il va le ressortir seulement quand lui, il va faire l'activité d'écriture. Alors, je vais... Ah, où est la vidéo? Non, ça c'est autre chose. Ah, il manque la vidéo. On va voir si c'est celle-là. Normalement, il y a le sous-main d'écriture.
Oui, mais c'est la suivante. Non, il y en a une qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Bon, si vous allez sur le site, allez sur le site educar.be, le sous-main d'écriture. On dirait que la vidéo a sauté. Alors, la dernière activité que je voulais vous montrer, c'est la marche des mots. Je ne sais pas si vous connaissez cette activité-là. Donc, j'ai repris ceci qui est le fruit d'une enseignante. Donc, suite à une formation, elle a réalisé des fiches progressives. Vous voyez, niveau 1, niveau 2. De quoi s'agit-il? Alors, on a parlé déjà de l'évolution de l'enfant dans l'espace. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'au départ, les enfants, ils évoluent dans un espace 3D, plus ou moins facilement. D'accord? Donc, il faut investir cet espace 3D, devant, derrière, à gauche, etc. Donc, non, je vais me mettre à l'envers. Donc, si je me mets comme ceci, d'accord, je suis dans le bon axe. En réalité, je vais faire un mot, mais de profil, qui va me permettre d'avancer le mot et de l'écrire de profil. Je vous explique. Donc je ferme mes mains, je pars au nombril, le nombril devient ma ligne de base. Et j'avance, donc je fais un L par exemple, donc le L, j'investis la zone supérieure, je reviens vers moi et je ferme. J'avance, parce que si je n'avance pas, l'écriture reste sur elle-même. Et ensuite, je fais le E, qui est exactement la même forme, mais qui revient également vers moi, mais plus petite. Vous avez compris? D'accord? Donc, l'idée, c'est de le faire de profil. C'est parfois seulement comme ça que l'enfant va comprendre que ton L, tu dois le faire avancer et tu dois le faire revenir vers toi. D'accord? Donc, vous voyez ici les enseignantes, elles ont commencé par quelque chose de plus simple, donc des petites boucles toutes de la même hauteur, et ensuite les boucles en variant la hauteur. C'est une adaptation. Je vais vous montrer un petit garçon. Je l'ai ici. Voilà Naël, donc ça c'était la semaine dernière, et donc c'était aussi un enfant qui est arrivé, mais vraiment presque endormi, tellement qu'il ne voulait plus écrire, plus bouger, rien faire. Donc, vous voyez, là, il met ses mains. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'écriture, c'est un geste précis. Donc, ici, tu ne vas pas le faire n'importe comment. Hein. Donc, tu croises bien tes doigts et tu pars bien au niveau du nombril. D'accord? Et puis, tu avances bien tranquillement. Ça va? Donc voilà. Donc, c'est ce qu'il fait. Il fait le hein, simplement. Et c'est moi-même qui l'ai filmé. Donc, ça, c'est mon bureau. Ça va vite, hein? Voilà. Et j'adore sa tête, d'accord? Bon, j'avais quand même envie de vous le montrer, même si ce n'est pas très, très bon comme qualité, mais je voulais vous le montrer comme... mais j'aime beaucoup. J'aurais dû faire une photo au départ, la toute première séance, parce que vraiment, en plus, avec ses lunettes foncées, avec ses cheveux foncés, et complètement endormi, mais carrément avec, vous voyez, presque la joue déformée. Et puis là, je trouve que c'est accompli. Oui. Non. Alors, donc en conclusion, le jeu permet de travailler avec le corps, hein, la corporéisation, de mettre ses émotions et de faire rire aussi. Hein, on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup. Permet de réfléchir hein, avec le côté métagraphique et redonne l'envie d'écrire. Voilà, avec un résumé des émotions positives qui sont quand même toujours intéressantes à revisiter avec les enfants aussi. Et merci pour votre attention. Et voilà le lien vers le site Educar. Merci beaucoup.